Malgré les nombreuses polémiques autour de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et une affiche entre deux pays mineurs dans le monde du football, le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, 2-0 finalement, a réalisé une belle audience. Notre invité Anthony Plat, il est assistant au directeur des chaînes sport de New York TV. Avec lui, on va parler de ces grands débuts, la forme des deux équipes, l'ambiance et comment les choses ont été faites au niveau des chaînes New York TV. Anthony Plat, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais bien, merci. Merci. Le plaisir est partagé. Allez, on parle de grands débuts. On sait que ce début a été amer pour Al-Anabi, c'est le surnom de l'équipe nationale de Qatar. On va parler de ces débuts, comme je l'ai dit, nonobstant les nombreuses polémiques, il faut dire que la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture de ce mondial 2022, tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé, à quelques détails près, notamment sur le premier but refusé à la 3e minute, puisque la réalisation a mis peut-être 10 minutes à montrer une image qui expliquerait la position de hors-jeu pour le but refusé. Donc il est vrai que les téléspectateurs n'avaient pas énormément d'explications. Nous, on l'a fait ce matin dans le show New World Matin. Derrière ça, non, le public était présent, mais vu que le Qatar a perdu à la fin du match, tous les supporters ont déserté le stade. J'ai même vu des scènes de rage tournées sur différentes chaînes arabes, notamment des chaînes du Golfe, où le public est très mécontent parce que c'est la toute première fois de l'histoire qu'une nation organisatrice perd son premier match au mondial. Et depuis 1930, depuis l'existence de la Coupe du Monde, ça n'était jamais arrivé. Alors, au même moment, quand on se rend compte de la réalité, on peut dire que les Qataris ont oublié que c'est finalement le football, puisqu'ils sont classés 50e au niveau de la FIFA. Par contre, l'Équateur, 46e, on voit quelquefois l'Équateur discuter la Coupe du Monde. Donc, cela veut dire qu'au niveau de l'expérience, on doit voir plus une équipe des jaunes bleus et rouges de l'Équateur présente. Non, bien sûr. Puis bon, ils sont des joueurs qui ont connu de grands championnats, comme Valencia. Il a joué à West Ham en Premier League. Pour le Qatar, bon, c'est autre chose. Ils sont sur une autre confédération. Ils avaient été invités à une Copa América, donc ils ont pu s'aguerrir face à ces Sud-Américains. Mais il est vrai que le football est assez particulier. Il y a l'équivalent de la Coupe de la CAF, ou l'Europa League, si vous préférez, qui a été remporté par un club équatorien, l'Independiente del Valle. Ça veut dire que même chez eux, le championnat local évolue. Ils ont battu Sao Paulo quand même, c'est pas n'importe qui, c'est une grosse équipe dans ce continent-là. Pour revenir sur le classement FIFA, pour moi personnellement, il reste anecdotique, dans le sens où il y a un algorithme, divers coefficients, et comme le Qatar a remporté la dernière Coupe d'Asie, bien là il a fait un bond énorme au classement FIFA. Mais finalement, il faut savoir expliquer au public que le classement FIFA, il sert à définir les têtes de série lors des tirages au sort. Ni plus ni moins. Il n'y a rien à gagner à être premier au classement FIFA. Et au bout d'une période de 10 ou 15 ans, si vous avez remporté un titre, il disparaît de votre coefficient. Donc vous allez descendre parfois sans même avoir un mauvais résultat. Donc l'Équateur était supérieur sur le papier, il a été largement sur le terrain. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence sur le terrain? Moi, je pense que les Qataris, je les ai sentis quand même assez crispés par rapport à l'enjeu, par rapport à cette occasion spéciale d'avoir une Coupe du Monde à domicile, devant un public qui est extrêmement exigeant. Les locaux, d'ailleurs, avaient pu s'essayer lors de la dernière Coupe arabe qu'on avait diffusée sur les antennes de New World Sport. Mais là, on est quand même à un niveau différent. Et quand même si le but n'a pas compté, vous encaissez déjà en moins de 3 minutes. C'est que ça va pas bien. Moralement, ça va. Techniquement, l'Équateur était supérieur. Les Qataris, souvent, on avait 4-5 joueurs, des attaquants qui étaient très loin de leurs défenseurs. Ça manquait de communication. Le gardien est complètement passé à côté de son match. Donc, bon, je pense qu'ils seront un peu meilleurs en termes de contenu lors de la deuxième rencontre, peut-être se libérer d'une certaine pression psychologique. Mais l'Équateur, personne n'en parle dans le monde entier, sauf en Équateur. C'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Ils ont beaucoup d'expérience et des joueurs qui sont capables de marquer sur le peu d'occasions qu'ils ont. Parce que hier, on a quand même eu 11 tirs au total dans ce match. On n'a jamais vu ça dans une Coupe du Monde depuis que les statistiques sont enregistrées, et elles le sont depuis 1966. Donc le spectacle n'était pas énorme. L'Équateur a vraiment levé le pied en deuxième mi-temps.
Mais à chaque fois qu'ils accéléraient, on sentait qu'ils pouvaient vraiment faire très mal à leur adversaire. Au même moment, on disait que Félix Sanchez-Bar, le sélectionneur du Qatar, était un technicien fin. Alors ça n'a pas réussi devant l'ordre équatorien. C'est la finesse du technicien, c'est une chose, mais ensuite c'est aux joueurs d'appliquer ses consignes, de se montrer disciplinés. Aujourd'hui, on peut voir que tactiquement, le football évolue aussi. Donc les entraîneurs, il y en a certains, je sais que par exemple, ils ne peuvent pas utiliser le 3-4-3 parce qu'ils ne connaissent pas les bons exercices à proposer à leurs joueurs sur un schéma particulier. Derrière, le Qatar, voilà, des replis du milieu de terrain complètement désordonnés. On ne peut pas gérer les phases de transition à la perte de balle. Techniquement, c'est nettement inférieur, donc forcément, c'est compliqué. Si on n'arrive pas à ressortir les ballons rapidement, c'est la Coupe du Monde. Et il y a un écart de niveau assez net avec l'Équateur. Même si l'Équateur, je pense qu'il ne doit pas prendre ce match comme un match référence. Parce qu'il y a des gros morceaux dans ce groupe. Il y a le Pays-Bas, le Sénégal, c'est très lourd. Alors, on a vu également, vous l'aviez souligné tout à l'heure, le stade qui se vide en plein match. Pour la santé de la suite de cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on peut dire, Anthony Pla? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est dommage, mais ça c'est quelque chose qui est courant partout dans le monde, des supporters qui ne restent pas jusqu'à la fin. Pour moi, un vrai supporter, ça ne s'agit pas de célébrer les victoires et de dire qu'on est les meilleurs. Il faut aussi savoir soutenir son équipe dans la difficulté. Un vrai supporter, c'est ça, qui va donner son soutien de 12e homme, surtout quand l'équipe a besoin d'être portée et soutenue dans la difficulté. Mais de nos jours, malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Vous avez parlé d'un homme qui a marqué les deux buts, Ramberto Valencia, ancien joueur, vous l'avez connu au niveau de la première ligue anglaise. Il est actuellement en Turquie. Il a plus d'expérience. L'expérience, selon vous, aussi a compté dans cette rencontre. Exactement. Puis il arbore le brassard de capitaine, c'est pas pour rien. Il s'est inspiré ses partenaires. Il est toujours là où on l'attend. Et il a quand même marqué, désormais, c'est les 5 derniers buts de l'Équateur en Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. Le record est détenu par Eusebio, Paolo Rossi notamment. 6 buts consécutivement en Coupe du Monde pour sa nation. Donc moi je pense que c'est pas rien, c'est une petite statistique, mais ça en dit beaucoup sur son influence parce que c'est un véritable finisseur qui a beaucoup de qualités, qui a connu notamment à West Ham United des problèmes d'indiscipline, mais avec la maturité ces choses changent et on peut voir un garçon pleinement impliqué dans sa sélection nationale. Anthony Pla, pour la suite de ces deux équipes, l'Équateur et puis le Qatar, comment vous voyez justement cette suite? L'Équateur va poser des questions, c'est certain. Quand on voit leur schéma de jeu qui est un 4-4-2 avec beaucoup de densité dans l'axe du terrain, ils vont poser des questions aux Néerlandais de Louis van Gaal, qui est plutôt adepte d'un 4-3-3 et d'un jeu très porté vers l'avant. Donc si les Équatoriens amènent le surnombre dans l'entrejeu, les Néerlandais pourront se retrouver en difficulté, surtout que les Pays-Bas n'ont pas la même expérience. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué la Coupe du Monde. Quelqu'un comme Virgil van Dijk, c'est sa première Coupe du Monde dans sa carrière. Vous voyez, même si c'est un joueur accompli et affirmé. Pour le Sénégal, ça va être autre chose. Et moi, je pense que le Sénégal, c'est un très bon joker. Tout dépendra de leur entame de match. À nos Lions de la Teranga, mais ils ont quand même des joueurs qui ont énormément de talent. Il y a des joueurs qui reviennent, comme Crépin Diatta, qui est absolument énorme. Ismail Assar aussi, que j'aime beaucoup, qui cartonne du côté de l'Angleterre avec Watford. Non, il y a la défense sénégalaise qui peut s'avérer solide, mais je pense que pour eux, il s'agira de marquer d'abord en premier, histoire de ne pas douter, parce que quand vous encaissez dans un événement pareil, psychologiquement, il faut faire preuve de caractère et savoir réagir. Alors, l'organisation avec cet aspect féerique, Anthony Pla, est-ce qu'on a constaté cela le 20 novembre à Doha? Moi, j'étais pas à Doha personnellement pour le vivre, mais... Non, la cérémonie d'ouverture s'est bien passée. Je pense que beaucoup de gens, notamment sur les réseaux sociaux, ont réagi vis-à-vis de la mascotte. Bon, c'est une chose. Non, il y avait un beau spectacle. On a vu Morgan Freeman qui a apporté une touche assez spéciale. Un acteur que moi j'aime beaucoup personnellement, parce que je suis aussi fan de cinéma. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Mais non, moi je pense que il n'y a pas de retour. Il y a aussi un dispositif qui est présent au Qatar avec des conversations téléphoniques espionnées. Tout ce qui est WhatsApp, c'est espionné. Il y a des drones un petit peu partout. Donc il s'assure que les règles et les lois soient respectées. Pour le moment, on n'a eu qu'un match. Là, aujourd'hui, on en a 3. Et après, ça enchaîne sur 4 matchs par jour. Donc là, on va voir vraiment comment ça va se passer quand les supporters d'autres nations vont arriver et vont se retrouver dans une ville quand même très, très refermée. Parce qu'on n'a jamais eu autant de sélections nationales qui se retrouvaient
dans une telle proximité sur une Coupe du Monde. Et il y a très peu de voyages à faire. J'ai vu les Lions indomptables du Cameroun, ils voyagent en bus. Ouais. Et ils chantent des chansons camerounaises dans le bus. Donc non, c'est assez particulier. C'est une Coupe du Monde des premières, donc attendons de voir pour juger. Alors, avant de voir comment New World TV a vécu cette première journée, c'est-à-dire le 20 novembre, on peut donner le programme du jour, Anthony Plat? Oui, donc tout de suite, il y a Angleterre-Iran qui va débuter. Donc le match est à 12h55. Le coup d'envoi à 13h, donc heure GMT. Ce sera suivi de Sénégal-Pays-Bas, le match qui nous concerne. Et allez les Lions de la Teranga, on est derrière eux. Ouais. C'est à partir donc de 15h55, le direct pour les langues locales. Et ce soir en prime time, États-Unis, Pays de Galles. Qui est un match que j'attends aussi beaucoup personnellement, des Américains qui reviennent au mondial avec une sélection assez jeune, qui ont beaucoup de choses à prouver, parce que les féminines aux États-Unis, elles sont triples championnes du monde, elles sont championnes olympiques, donc les hommes, ils doivent essayer de montrer quelque chose. Et un Pays de Galles qui n'a absolument rien à perdre, que je connais très bien personnellement, avec Gareth Bale, qui vient de remporter la Major League Soccer aux États-Unis avec le Los Angeles FC. Donc c'est le titre de champion là-bas. Et un Pays de Galles qui sait défendre, qui sait faire le dos rond, qui est capable de marquer sur le peu d'occasions qu'il a. Un Pays de Galles qui n'a plus connu la Coupe du Monde depuis 1958, l'époque du roi Pelé. Donc c'est une affiche assez particulière. Et aujourd'hui, on va quand même supporter le Sénégal et les hommes d'Aliou Cissé. Alors les Three Lions sont contre la team Méliès. Il faut dire que l'Angleterre doit saisir l'occasion pour bien se positionner dans cette poule. Oui, exactement, mais en Angleterre, vous savez, Gareth Southgate, le sélectionneur, ne fait pas l'unanimité. Je pense que ces dernières années, on a vu aussi ses limites en termes de coaching, un petit peu comme Laurent Blanc à une époque avec la France, on n'arrivait pas à passer un certain cap. Il y a des joueurs qui ont été laissés de côté, qui posent beaucoup de questions. Notamment s'il sort de ce groupe, on va penser à Ivan Toney, qui est très fort avec Brentford, qu'il a montré lors du dernier match face à Manchester City. Il a marqué 18 penalty sur 18 dans sa carrière. Et si vous vous retrouvez aller en prolongation au tir au but, un joueur comme ça, c'est inestimable. Surtout la pointe qu'il peut avoir. C'est un mental fort. Exactement. Puis il a un profil particulier que l'Angleterre n'a pas. Je pense qu'ils vont beaucoup se reposer sur Harry Kane. Mais imaginez si ce garçon-là se blesse. Kyle Walker ne sera pas là aujourd'hui. Il est blessé aussi. Donc, je sais pas. Moi, je remets en question quelques choix de Gareth Southgate. Et si les Anglais sont contre-performants, je ne serais pas surpris de le voir limogé à l'issue de cette Coupe du Monde. En Angleterre, ils sont tous là à dire « It's coming home ». Vous savez, c'est leur dicton. La coupe vient à la maison, mais personnellement, j'y crois pas beaucoup. Bon, ils peuvent me faire mentir, mais j'y crois pas. Alors, Anthony, on vous avait reçu, on a promis à nos chers téléspectateurs de les servir. Alors, comment vous aviez vécu cette première journée, c'est-à-dire la journée du 20 novembre au niveau de New World TV? Comme vous pouvez l'imaginer, c'était très chargé, débordé de partout, faire en sorte que tout se passe bien dans différents domaines, que ce soit technique, que ce soit sur l'image, que ce soit le contenu aussi qui peut être fourni. Non, ça s'est plutôt bien passé, on a d'excellents retours sur la qualité d'image. Il faut vraiment saluer le travail qui a été fait de ce côté-là parce que, comme je le disais la dernière fois, le processus est extrêmement lourd. La qualité du son était très bonne. Vous voyez même des chaînes à qui on offre le free-to-air, des chaînes nationales qui se sont vues créditées de compliments par rapport à la qualité d'image. On sait que ça vient de chez nous. Bon, c'est pas arrogant ou prétentieux, mais sur le continent africain, ils ont pu voir quand même le Full HD avec de très bons contenus, d'excellents commentaires aussi, et des analyses. Et même le show du matin, New World Matin, qu'on a pu faire, qu'on fait tous les jours de 7h à 8h30, et bien là aussi ça a été apprécié. Quelque chose d'un petit peu plus léger pour la matinale, avec différentes chroniques. Et non, toute l'équipe a vraiment bien travaillé. Évidemment, rien n'est jamais parfait. On travaille, il faut essayer d'être 1% meilleur que la veille tous les jours. C'est un petit peu de ce principe-là qu'on va partir et sur lequel on se base. Et moi, je pense qu'au fil des jours, vous allez voir encore beaucoup de progrès, de nouvelles choses. Donc l'excellence là va continuer aujourd'hui pour la suite également. Non, exactement. Et puis bon, il y a quelques petits plateaux, quelques émissions ensuite. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est les réactions vis-à-vis des langues locales, avec le Bambara sur Sport 2, avec le Wolof sur Sport 3, le Lingala sur Sport 4 et l'Evé sur Sport 5. C'est quelque chose quand même d'énorme, qui est très apprécié. Moi, je peux vous dire, j'ai un ami malien qui m'a dit « Alhamdoulilah, j'ai plus besoin de traduire à ma mère ce que le monsieur dit à la télé ». Donc du coup, c'est une très belle chose. Je pense que ça fait plaisir et j'en suis heureux. Alors Anthony, on sait que vous êtes très accroché au football africain, au continent. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de ce Malien.
Nous savons également que vous étiez en Guinée-Conakry, vous bourlinguez tout au long de l'Afrique. Est-ce que vous avez eu écho de comment l'Afrique a vécu cette première journée de cette Coupe du Monde 2022? C'est assez mitigé pour certains qui ont encore du mal à trouver l'accès à New World TV, il faut être honnête, parce que c'est un manque d'information de leur côté. Aujourd'hui, beaucoup font les choses sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas non plus le seul canal de communication employé. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Je veux dire, il y a beaucoup de monde en Afrique, mais pour le reste, non, ça a été très bien vécu. Beaucoup se sont moqués du pays organisateur, malheureusement, vis-à-vis de leurs prestations et de leur contenu, par rapport aux polémiques qu'il y a pu avoir aussi vis-à-vis de ce mondial. Mais autrement, non, c'est une énorme fête du football qui débute et tout le monde est vraiment impatient de voir les nations africaines entrer en lice. Au niveau psychologique, pour vous, le Qatar doit revenir pour avoir justement cette psychologie forte avant d'aborder sa deuxième rencontre. Exactement, il va falloir vraiment travailler, mais surtout sur le mental. Oublier cette contre-performance et la déception de ce résultat qui parfois peut poser problème aux joueurs. Je vais prendre un exemple de quand vous vous souvenez quand Tottenham ils sont allés jusqu'en finale de Champions League. Ils la perdent d'une façon assez dramatique parce qu'ils y croyaient. Et vous regardez les résultats qui ont suivi sous Mauricio Pochettino, les joueurs. C'est pas l'entraîneur qui a posé problème. Bon, il a été limogé parce qu'il s'était fait cartonner par le FC Bayern, mais vraiment méchamment, avec un score assez lourd. Mais c'est les joueurs qui n'arrivaient pas psychologiquement, ça leur a mis des mois pour se remettre de cet échec en Champions League. Et là, c'est un petit peu la même chose. Et c'est là qu'on voit vraiment les joueurs de caractère. Ceux qui savent tenir les nerfs et ceux qui les ont pas. Alors, selon vous, au sein de l'effectif qatariote, est-ce qu'on peut trouver des éléments qui peuvent avoir ce mental fort, peut-être guillonné par l'entraîneur de cette formation, ou bien le sélectionneur Félix Sanchez? Honnêtement, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de véritables leaders dans cette équipe, que ce soit technique ou même dans le vestiaire. Donc là, c'est le travail de l'entraîneur, peut-être de porter quelqu'un. Le gardien peut sembler leader, mais avec la prestation qu'il a faite, je pense que c'est évident. Il se retrouve c'est pas évident, il se retrouve dans une position qui est assez difficile. Voilà, c'est le pain quotidien des équipes qui n'ont pas de véritables stars. Et là, c'est vraiment le collectif qui doit primer. C'est un travail qui, à mon avis, doit faire tous ensemble. On ne peut pas se reposer sur un seul homme. Au niveau du Qatar, même quand on voit surtout les travailleurs, ceux qui ont construit les stades, ont travaillé pour le Qatar, on voit que certains sont accrochés même à des équipes nationales. On a vu des images au niveau de la chaîne d'information de New World TV. Certains sont accrochés au football anglais. Il y a un Indien qui dit carrément, j'adore le football anglais, donc moi je vais supporter les Three Lions. Oui, exactement. Mais ça, c'est une évolution assez particulière. Vous voyez, moi je viens de République d'Irlande. Nous, notre championnat local, il est inexistant. Je veux dire, on joue pas d'Europa League, on joue pas de Champions League, jamais. Tout le monde est fan d'un club de Premier League, soit Manchester United, Aston Villa, Leeds United, Arsenal, ceux qui sont les plus populaires. Mais ce sont ces mêmes supporters, par exemple, qui vont adorer Oxlade-Chamberlain quand il joue avec Liverpool. Mais quand il porte un maillot anglais, là, ils vont l'insulter. D'accord ? Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on supporte un club et certains vont supporter la sélection nationale qui va avec. Parce qu'elle lui rappelle des mémoires, parce que voilà, chacun a sa propre histoire. Mais je pense que bon, les Indiens ont beaucoup d'attachement avec l'ancien empire colonial anglais. Ils développent leur propre Super League, sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler pendant quelques années. Ils récupèrent beaucoup d'anciens joueurs qui ont même dépassé le stade de la retraite. Nous, notre Robbie Keane, ancien de Tottenham, a fini sa carrière à l'Atlético de Calcutta, qui a les mêmes couleurs que l'Atlético de Madrid. Et non, il est vrai que le foot là-bas, c'est consommé de façon différente, mais ils ont d'autres sports qui sont beaucoup plus populaires, comme le kabaddi, qui se joue sans ballon. Ils jouent beaucoup au cricket. Le tennis aussi est assez populaire. Donc, non, l'audience indienne, c'est quelque chose d'assez atypique. Alors, et pour l'Équateur, cette victoire, c'est un aiguillon pour la suite? Je ne parlerai pas d'aiguillon, je ne parlerai pas de match référence. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment été testés non plus. Je crois que la première occasion qatari est survenue en toute fin de première période. Non, ils ont la confiance, mais attention à l'excès de confiance, parce que ça peut pousser au péché technique, péché de concentration. Et face aux Pays-Bas et au Sénégal, il y a des erreurs qu'ils ne pourront pas se permettre de commettre. Alors, vous voulez dire que face aux Pays-Bas et au Sénégal, ça, ce sont deux valeurs sûres, hein,
2 poids lourds. Oui, ce sont 2 poids lourds. Les Pays-Bas qui sont qualifiés pour la finale, le dernier carré, donc les phases finales de Nations League. Donc ils vont jouer les demi-finales pour un trophée. Ils reviennent très fort ces dernières années. Il y a beaucoup de travail qui a été fait au sein de leur sélection parce qu'ils avaient une transition et un trou générationnel qui posait quelques difficultés. Là aujourd'hui, ils ont des joueurs quand même qui connaissent le haut niveau depuis un certain temps. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre. Absence de Sadio Mané qui peut être un frein mais qui peut être porteur aussi psychologiquement, je pense. En tout cas, lui sera derrière l'équipe. Après ça, c'est le Sénégal. Si on compare avec beaucoup de sélections africaines, si on regarde rien que les joueurs qui sont sur le banc du Sénégal, on regarde les équipes dans lesquelles ils jouent, c'est le jour et la nuit avec beaucoup d'autres nations. Je veux dire, ils sont tous dans de très très grands clubs, ce sont de vrais professionnels. Ils méritent amplement leur titre de champion d'Afrique. Ils méritent aussi leur qualification en Coupe du Monde. Et j'espère qu'ils vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans ce groupe. Mais il ne faudra pas laisser les points contre le Qatar. Et il ne faudra surtout pas laisser les points contre l'Équateur qui peut faire office de concurrent direct. Après, face aux Pays-Bas, c'est le premier match. Les joueurs n'ont pas eu une préparation énorme, donc il faudra quand même être indulgent avec eux, parce qu'ils doivent se mettre dans le rythme de la compétition, digérer le voyage, le changement de température, de climat qui peut être propice aux blessures ou à ce genre de choses. Mais ils seront là à 100%, c'est sûr et certain. Ensuite, le football, ce n'est jamais défini à l'avance. Moi, j'espère qu'ils vont battre les oraniers néerlandais. Mais il y a la place vraiment pour aller chercher la qualification dans ce groupe. Le football n'est jamais défini à l'avance, mais Anthony Plat, vous pouvez faire cet exercice. Pour vous, quelle équipe va gagner cette Coupe du Monde Qatar 2022 ? Moi, je suis vraiment pas bon au pronostic. Quand je commente un match, en général, je vais dire aux gens, oui, écoutez, je vois plutôt un nul avec des buts de chaque côté, ou alors une victoire avec... Bon... Là, pour moi, ce sera une surprise. Je pense qu'on aura une surprise. Beaucoup donnent le Brésil favori, je suis complètement d'accord. L'Argentine en fait partie. La France, je ne suis pas d'accord du tout, surtout avec encore de nouvelles blessures. Et Benzema. Là, chez eux, c'est le problème du protocole de récupération du docteur. Maignan n'est pas là à cause de cela, parce qu'on lui a demandé de faire des efforts alors qu'il était encore blessé. Aujourd'hui, il est complètement rétabli. Mais le protocole de son club, le protocole médical de son club, le Milan AC, n'a pas été respecté. Donc ça, c'est un problème pour eux. Moi, je n'ai pas compris qu'on les met dans les favoris. Il y a le Portugal qui a quand même une très belle équipe, mais quand on demande aux gens, à chaque fois, ils disent favori peut-être, je les mets pas, c'est toujours entre deux. C'est pas compte tenu du fond du jeu de la Seleção das Guinéas. Non, ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité, qui travaillent aussi plus en collectif ces derniers temps. Moi, je pense que le sélectionneur a quand même ses limites aussi de ce côté-là, mais on ne peut pas sous-estimer cette équipe qui reste sur une campagne de Nations League, on va dire assez compliquée, mais qui n'a pas été ridicule non plus, surtout dans cette fameuse Ligue A, qui est le top niveau de la Nations League européenne. Bon, le Portugal, voilà, quand on voit l'équipe sur le papier, je veux dire, ils sont plus forts que l'Espagne, par exemple. Pour moi, personnellement, je me rappelle pas quand est-ce que j'ai vu la dernière fois une sélection espagnole aussi faible sur le papier. Peut-être à part un petit peu au milieu de terrain, mais globalement, c'est assez différent. Donc, non, moi je vois bien le Brésil, mais je vois bien une nation africaine quand même atteindre le dernier carré. Laquelle, selon vous ? Là, c'est une question difficile. Tout dépendra du premier match du Sénégal. J'ai vu le match de préparation du Cameroun, c'était assez difficile, mais ces matchs de préparation-là, on ne peut pas les juger parce que les entraîneurs font beaucoup de changements. Ils vont essayer différents systèmes. Pour les sélectionneurs, la difficulté, elle est que vous avez des joueurs à ce stade-là de l'année, de la saison, on est au mois de novembre. Certains joueurs ont joué tous les matchs, donc soit il peut y avoir un peu de fatigue musculaire qui peuvent générer des blessures, ou bien on a des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu en club et qui sont pas sur un rythme de compétition similaire. Donc on se retrouve sur des écarts de conditions physiques assez énormes. Donc trouver cette balance est assez compliqué. Donc pour ces raisons-là, moi je pense que le Cameroun peut aller très loin. Le Sénégal aussi, je pense que toutes les nations ont leur chance. Il faudra réaliser une bonne entame, je pense, et surtout ne rien lâcher dans ce mondial. Merci beaucoup à vous, Anthony Plat. On va rappeler à nos chers amis scottiers à la chaîne New World TV comment ils peuvent suivre les rencontres. Exactement, donc vous pouvez les suivre tous les jours sur New World Sport 1, 2, 3, 4 et 5 qui est réservé au territoire togolais et non à l'extérieur. Donc vous avez le décodeur au Togo, c'est une bonne chose, vous pouvez regarder. Ensuite nous avons plusieurs opérateurs mobiles comme MTN, comme Move Africa, Orange, Airtel, Africell. En RDC, nous avons Vodacom, par exemple. Nous sommes aussi repris au Mali avec Mali Vision, Blue Line.
à Madagascar, et encore j'en oublie parce que la liste s'est allongée, mais j'invite ceux qui sont à l'extérieur vraiment du Togo à se rapprocher de leur opérateur mobile, et vous verrez qu'on vous offre des solutions vraiment adaptées à tous les budgets, que ce soit un forfait journalier, hebdomadaire, tous les mois, mensuel, donc essayez de vous renseigner, et je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Merci beaucoup à vous, Anthony Plat. Passez souvent nous voir, hein, parce que nos amis qui sont sur la chaîne Info ont besoin aussi d'informations. Non, exactement, mais c'est pour ça qu'on est là. Moi, je ne suis pas vraiment dans la direction, hein, je suis journaliste, c'est ma vocation, commentateur sportif, producteur. Vous pouvez le voir tous les matins dans New World Matin. Et non, moi, je suis au service des gens pour l'information. C'est pour ça aussi que j'ai une page sur les réseaux sociaux qui est très suivie, parce que beaucoup de fake news vont sortir. Moi, je vais vérifier et ensuite je réfute. Donc il y a beaucoup de rage et d'abus par rapport à ça, mais au final les gens se rendent compte que voilà, moi c'est pas de la prétention, je n'invente rien. Je vois quelque chose qui sort, je vérifie avec plusieurs sources et après je peux vous dire si c'est vrai ou pas, mais en fonction de ce que ces sources peuvent me dire. Évidemment, parce que je suis pas dans le vestiaire, moi, je suis pas dans le bureau d'un président de club pour juger des transferts ou pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais je pense qu'aujourd'hui on a un devoir déontologique. C'est comme pour le cas de Sadio Mané, beaucoup parlé énormément, mais on oublie que la déontologie nous pousse à respecter le secret médical. Si le club veut donner la nature de la blessure, si le joueur veut la donner, aucun problème. Mais parfois les clubs ne veulent pas la donner, ne veulent pas communiquer, on se doit vraiment de garder ces informations. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on tomberait presque dans du voyeurisme et je trouve ça assez malsain. Respectons les acteurs, respectons les coachs, les sélections, c'est extrêmement important parce que eux, ils y sont sur le terrain, pas nous. Infini, merci à vous, Anthony Plat. Passez souvent nous voir. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos chers invités pour votre émission, cette fois-ci politique, Regard croisé.